Pourquoi cette cabine de sauna est-elle devenue un piège mortel? Comment le condamné qui avait réparé la chaise électrique s'est-il retrouvé assis dessus? Qu'est-ce qui a tué le réparateur amateur? Comment ces trois bricoleurs ont-ils trouvé la mort? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents, d'autres sont lents et méthodiques. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Hambourg, en Allemagne, le 22 juin 1994. Voici Gunther et sa femme, Helga. Ce soir, ils sont de sortie dans leur propre jardin. Professeur à la retraite, Gunther consacre son temps libre à divers projets de bricolage. Son dernier en date est cette cabine de sauna. C'est du beau travail, Gunther, j'adore. En début de soirée, le couple s'apprête à savourer les bienfaits d'un rituel ancestral. D'après Michael Halland, c'est la meilleure façon de purifier son corps. C'est une purification en profondeur, au contraire du nettoyage superficiel de la peau. Vous évacuez les toxines que votre corps a accumulées. C'est très agréable. Le sauna que Gunther a construit est un modèle finlandais très populaire qui fonctionne avec un poêle. Aujourd'hui, la plupart des poêles de sauna sont électriques. Vous versez doucement de l'eau chaude sur les pierres brûlantes, ce qui produit de la vapeur. Un procédé très simple qui fait monter le thermomètre à des températures extrêmes, selon le physiologiste Chris Minson. En général, le thermomètre d'un sauna affiche 80-90 degrés. Ce sont de très hautes températures que le corps est capable d'endurer. La température corporelle est d'environ 37 degrés. À l'intérieur d'un sauna, il peut facilement faire 2 fois plus chaud. Mais ce n'est pas une chaleur humide, ce qui la rend plus supportable. Dans un sauna, la chaleur est sèche, ce qui veut dire que le taux d'humidité dans l'air est faible. C'est le faible taux d'humidité qui empêche le corps de surchauffer trop rapidement. Lorsque vous avez chaud, vous transpirez. Par une chaleur sèche, la transpiration s'évapore plus rapidement et cette évaporation rafraîchit le corps. Quand la transpiration sèche, l'air absorbe la chaleur de la peau et l'évacue. Mais il y a des limites. Normalement, on reste environ 15 ou 20 minutes. C'est l'idéal. Mais tout dépend de la tolérance de chacun. Il faut connaître son corps et quand ce n'est plus supportable, il faut sortir. Au bout de 20 minutes, Gunther déclare forfait. Bon sauna, ma chérie. Merci. Mais alors qu'il tente de sortir, la poignée de la porte lui reste dans la main. Il va falloir que tu répares ça. Mais il n'y a aucun moyen de réparer la porte. Gunther et sa femme sont pris au piège. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux qu'imaginer leur terreur, coincés dans une pièce où il fait si chaud et d'où ils ne peuvent pas sortir. La panique envahit Gunther, qui cherche un moyen de s'échapper. Il espère pouvoir sortir par le toit. Mais d'après Michael Halland, ce n'est pas une bonne idée. Dans un sauna, plus on s'approche du plafond, plus il fait chaud. Si on veut se protéger de la chaleur, c'est le dernier endroit où aller. Près du plafond, il fait environ 20 à 30 degrés de plus que dans le reste de la cabine. Ce qui signifie que Gunther frappe comme un sourd par une température proche de 120 degrés. Un des plus grands défis pour le corps humain est de se tenir debout, en pleine chaleur, et de faire de l'exercice. C'est très dangereux pour le système cardiovasculaire. Quand le corps a chaud, le sang se met également à chauffer.
Pour le refroidir, le cœur s'accélère et pompe le sang vers la surface pour évacuer la chaleur à travers la peau. Mais si la chaleur persiste, il y a moins de sang qui revient vers le cœur. Rester debout en pleine chaleur provoque des évanouissements. Le couple est prisonnier dans la chaleur extrême depuis plus de 20 minutes. Gunther est épuisé et son organisme commence à défaillir. Plus il fait chaud, plus leur température corporelle augmente. Leurs facultés cognitives commencent à diminuer. Et si vous ajoutez la déshydratation, vous cumulez ces deux problèmes. La déshydratation et le stress thermique. Prendre une décision, réfléchir, ces facultés peuvent être altérées par la chaleur. Ce qui explique peut-être pourquoi Gunther ne cherche pas d'autres issues de secours. Il ne prenait sans doute pas les bonnes décisions. Le cœur de Gunther, 60 ans, cesse de battre. Helga est livrée à elle-même. Elle doit contenir sa douleur car elle pourrait bientôt subir le même sort que son mari. Elle doit trouver un moyen de sortir, et vite. Helga repère quelque chose que Gunther, dans son épuisement, n'avait pas remarqué. Le boîtier électrique du poêle. La chaleur a enfin diminué, mais Helga ne peut toujours pas sortir. Elle passe la nuit à côté du corps de son mari. Au lever du jour, elle appelle à l'aide. Au secours! Au secours! Un voisin entend ses cris. Elle est enfin libre. Si vous construisez votre propre sauna, assurez-vous de pouvoir en sortir. Sinon, vous risquez une mort aussi subite qu'inhabituelle. Pénitencier d'État de l'Ohio, novembre 1904. Voici Charles Justice. Il a été condamné pour vol à main armée. Voilà, Justice. Tu as 5 minutes. Ensuite, au boulot. Durant sa détention, il se voit assigner la sordide corvée de nettoyage de la chambre d'exécution. Une partie de son travail consiste à récurer la chaise électrique. Utilisée dans le pénitencier depuis 3 ans, elle est considérée comme un moyen d'exécution moins cruel, comme nous l'explique l'historien des prisons, David Myers. Quand la chaise électrique a été mise en service, il y avait beaucoup d'erreurs de calcul lors des pendaisons. Ça occasionnait des scènes horribles, où les condamnés étaient décapités. Donc il fallait trouver une machine à tuer plus efficace. Mais la chaise électrique n'est pas aussi indolore qu'il l'espérait. Le courant à haute tension fait griller la chair des condamnés. Au début, les entraves étaient de simples lanières de cuir. Elles étaient aussi serrées que possible, mais le cuir se détend. Lorsque le condamné tire sur les lanières de cuir, son poignet se décolle des électrodes. Le courant forme un arc électrique et brûle la chair. Les gens étaient quasiment incinérés. C'était des spectacles prolongés qui étaient vraiment horribles à voir. Des spectacles qui ont donné une idée à Charles Justice. Remplacer les lanières de cuir par des crochets en métal. C'est Charles Justice qui a imaginé ces nouvelles entraves, des crochets de qualité supérieure que l'on pouvait serrer autour des bras du condamné pour le maintenir plus fermement sur la chaise. Les fermoirs métalliques empêchent les poignets de se soulever. Comme il n'y a plus d'arc électrique, la peau ne brûle plus. C'était redevenu une machine à tuer efficace. Il fallait environ 60 secondes pour mettre à mort un condamné.
L'invention de Justice a rendu les exécutions moins douloureuses. Mais elle lui a également offert une porte de sortie, puisqu'elle lui a permis de demander une libération conditionnelle. Il a été libéré après avoir purgé 8 ans de sa condamnation à 20 ans, en partie parce qu'il avait contribué à l'amélioration de la chaise électrique. Justice quitte le pénitencier d'État de l'Ohio en homme libre. Mais sa vie va prendre une tournure inattendue. À suivre. Comment les entraves qui ont permis à Charles Justice de goûter à la liberté vont-elles devenir un châtiment pire que la prison? Détenu au pénitencier d'État de l'Ohio, Charles Justice est libéré pour bonne conduite grâce au talent dont il a fait preuve dans la chambre d'exécution. Il a installé des entraves métalliques sur la chaise électrique pour maintenir les poignets des condamnés contre les électrodes, ce qui rend l'exécution moins douloureuse. Une invention qui lui a valu une liberté anticipée. Mais pas pour longtemps. 7 mois plus tard, Charles était de retour au pénitencier, cette fois pour meurtre avec préméditation. Charles Justice a tué un homme alors qu'il volait de la nourriture dans une ferme. C'est l'heure, Justice. Il a été condamné à mort par électrocution. La chaise électrique qui l'a aidé à recouvrer la liberté va bientôt lui être fatale. Charles Justice est resté très calme durant ces dernières heures, en continuant de proclamer son innocence. Le 22 octobre 1911, Charles Justice marche vers son destin. Par ici, Justice. D'abord, on lui rase le crâne et les chevilles. Il faut en effet une surface lisse pour propager le courant électrique de 2000 volts. Avance, Justice. Il est resté impassible presque jusqu'à la dernière minute. Mais au dernier moment, il a perdu son calme. Dès que Justice est sanglé à la chaise, les gardiens lancent la procédure. Le médecin légiste John Butt nous en explique les étapes. D'abord, il place une électrode sur le corps, puis une sorte de bonnet sur la tête. Cette électrode conduit l'électricité depuis l'alimentation principale jusqu'à la tête du condamné. Et il y a d'autres électrodes. Ils en placent une à chaque pied et à chaque bras. Le condamné ne peut pas résister. Les crochets métalliques entravent désormais les mains de celui qui les a mis au point. Je suis innocent! Je suis innocent! Il proclame haut et fort son innocence. L'électricité parcourt la tête et le cerveau cesse instantanément toute activité. Charles Justice est inconscient, mais il n'est pas encore mort. Pour cela, il faut attendre encore 40 à 60 secondes. L'électricité se propage dans le corps de Justice à travers le chemin qui offre le moins de résistance. Vers l'électrode opposée, le cœur de Justice est frappé par une décharge de 2000 volts. Ça détruit le système électrique du cœur. Il s'arrête. Charles Justice est presque certainement mort. Mais au cas où, la procédure dans l'État de l'Ohio prévoit d'envoyer une seconde décharge. C'est la mort assurée. Pourtant, le corps de Justice est secoué de convulsions. Si vous envoyez de l'électricité dans le corps, ça fait bouger les muscles. Même si la personne est morte, les muscles peuvent se contracter.
Le décès est prononcé à 12h05. Charles Justice, un prisonnier modèle, avait lui-même conçu l'instrument qui allait le mener vers une mort subite. Comté de Nicholas, dans le Kentucky, le 5 janvier 1998. Voici Ralph Sherman. Il a un petit creux. Ralph est un homme qui sait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il a envie de popcorn. C'est un encas idéal. En moins de 2 minutes, c'est prêt grâce au four à micro-ondes, l'un des appareils ménagers les plus efficaces d'après l'ingénieur électricien Ian Robin. Les fours à micro-ondes ont beaucoup de succès parce qu'ils réchauffent instantanément. Vous tournez le bouton et vous avez tout de suite 155 watts. Une micro-onde génère un champ électromagnétique qui agite les molécules d'eau contenues dans la nourriture. La friction engendre de la chaleur qui se propage dans les aliments. Ça envoie de l'énergie dans la nourriture. Et ce, dès que vous tournez le bouton. C'est très rapide. Quoi? Aujourd'hui, ça ne va pas assez vite pour Ralph Sherman. Son four ne fonctionne plus. Mais c'est un homme déterminé et il décide d'y remédier lui-même. D'après Ian Robin, ce n'est pas une bonne idée. Il faut faire très attention avec ce genre d'appareil. Il y a une étiquette avec des grosses lettres rouges. Personnel autorisé seulement. Ralph Sherman prend ses précautions. Il fait ce que tout le monde fait pour réparer un appareil en toute sécurité. Il le débranche. On pourrait croire qu'il est à l'abri du danger, mais selon Philip O'Keefe, ce n'est pas le cas. On pense qu'en débranchant le four, on est en sécurité. Mais sur le côté du four à micro-ondes, il y a un condensateur haute tension. Il stocke une énorme quantité d'électricité qui peut se décharger très rapidement. Tous les fours à micro-ondes sont équipés d'un condensateur. C'est lui qui transforme les 220 volts venant de la prise murale en 3000 volts nécessaires pour réchauffer les aliments. Le courant circule entre 2 bornes. Un condensateur comporte 2 bornes. C'est là que les fils sont reliés au circuit haute tension. Et les bornes restent actives même quand l'appareil est débranché. Mais Ralph n'y connaît pas grand-chose en matière de bornes ou de condensateurs. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a vraiment envie de popcorn. Donc, il a touché les bornes du condensateur et il a reçu une décharge dans tout le corps. Une décharge d'environ 2000 volts. Dans ce cas, si le condensateur est chargé à 2000 volts, il génère un courant électrique de 2 ampères, ce qui est largement suffisant pour provoquer un arrêt cardiaque. Ralph avait désespérément envie de popcorn. Il n'imaginait pas que cela lui vaudrait une mort aussi subite qu'inhabituelle. Si votre instinct de bricoleur prend le dessus, n'oubliez pas que pour n'importe quelle construction, il faut une issue de secours. Et que toutes les bonnes actions ne sont pas toujours récompensées. Enfin, souvenez-vous que si le bricolage à la maison peut vous donner le sentiment du travail bien fait, il peut aussi vous terrasser. Le retraité, le détenu et l'amateur de popcorn avaient tous 3 décidé de bricoler eux-mêmes, sans savoir que le fruit de leur travail serait une mort subite.